Les veuves et les orphelins se retrouvent bien souvent dans une deuxième fois orphelins des biens auxquels ils devraient avoir droit. Pourquoi ce phénomène se produit dans nos sociétés et comment le prévenir? Eh bien, nous avons invité une victime qui nous parlera de ce qu'elle a vécu. Bonjour, Madame Régine Ngama. Voilà. Bonjour, monsieur. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Voilà, vous êtes béninoise par alliance. Ouais. Merci d'être sur ce plateau. Merci beaucoup. Nous recevons aussi un homme de droit pour apprécier le phénomène et surtout informer des dispositions à prendre pour prévenir et gérer ces situations. Maître Narcisse Kodjo Aton, avocat au barreau béninois, bonjour et merci aussi d'être là. Merci beaucoup, bonjour Roch. Merci beaucoup. Au téléphone, dans une quinzaine de minutes, mesdames et messieurs, nous allons établir la liaison avec un sociologue, Dr Kal Nassi Adjakidje, qui nous fera la lecture sociologique de ce phénomène et son impact dans la société. Alors, Madame Régine, vous êtes veuve et victime de ce phénomène dont nous parlons aujourd'hui. Vous allez nous parler de votre expérience, sans citer bien sûr des noms. Alors, que vous est-il arrivé, Madame? Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir donné la parole. Je remercie également monsieur l'avocat qui est devant moi. Donc, je suis victime de cette histoire de veuve. Je suis étrangère dans ce pays, le Bénin qui est mon pays. Le Bénin est le pays de mon mari. Donc, il m'a ramenée ici pour rester chez lui et pour investir beaucoup de choses dans ce pays. Donc, je suis de l'Afrique centrale. Donc, je suis venue ici en 2009. Quand je suis venue ici en 2009, j'ai pratiquement trouvé que mon mari n'avait rien. Donc, si bien qu'en 1998, il était parti en aventure au Gabon. Donc, on s'est retrouvés là-bas. Il n'avait rien. Donc, il est rentré au Gabon clandestinement pour aller chercher son petit bout de pain. Donc, c'est là-bas qu'il m'a vu. Lui m'a vu dans le pétrole. Moi, je travaille dans le pétrole. Et je ne savais même pas qu'il était un instituteur. Donc, c'est après qu'il m'a dit qu'il est instituteur et qu'il va enseigner, ainsi de suite. Donc, moi, avec mes moyens, donc j'ai mis mes moyens en jeu. Donc, j'ai créé une école, là-bas, une école privée, au nom du complexe scolaire privé Les Marmots. Donc, comme nous vivons en couple, je lui ai confié tout. Et cette école donnait un peu. Donc, il m'a fait venir ici pour dire que je viendrai aussi faire la même chose dans son pays qui est mon pays. Donc, je suis venue ici. Donc, l'argent que l'école produisait, ainsi de suite, bien l'argent que l'école produit, c'est ça qui a permis à ce que nous achetions le sol ici au Bénin. Donc, nous avons acheté le sol, on a bâti. On a bâti dessus, on a bâti une maison étage carrelé. Et l'autre côté de la parcelle, on a bâti un immeuble 5 niveaux. Donc, c'est là où il est décédé. Donc, je ne sais pas. Bon, il a piqué la maladie en 2017 et en 2018, il est mort. Quand il est mort, comme ça, quand il est mort, la belle famille est venue. La belle famille est venue. Donc, il est mort le 18 septembre 2019. Et le 20 octobre 2019, on l'a enterré. Même pas une semaine après, les beaux-frères sont venus pour me dire qu'ils sont venus enregistrer les biens. J'ai dit que bien. J'ai dit non, notre frère a fait ici, c'est sûr, cela. Il a combien de parcelles, il a combien d'immeubles, il a combien, il a des comptes bancaires. J'ai dit mais qu'est-ce que vous racontez comme ça? Hein? Il a quoi? J'ai dit moi, je ne comprends rien du tout. Ils ont commencé à me menacer. J'ai dit, comment vous pouvez me menacer comme ça? Une veuve. J'ai souffert avec mon mari au moins 2 ans, presque 2 ans. Je ne vous ai jamais vu. Et vous venez de la sorte pour dire que vous êtes venu enregistrer les biens. Ça, là, ça veut dire quoi? Donc, bon, j'étais vraiment... Je ne me retrouvais même pas parce qu'avec tant de souffrance,
tant de souffrance, je vous assure, tant de souffrance. Le moment que mon mari va manger, comme ça, avec sa souffrance, il faut voir mon état en ce temps-là, parce que puisque j'étais seule avec lui, sur le lit de maladie, partout, j'étais seule avec lui, je n'ai pas vu, je ne savais même pas que cet homme avait des parents, cet homme avait des frères, j'étais seule avec lui, tant donné que je n'ai même pas un parent ici. C'est lui qui était mon seul parent. À moi, il me représentait comme père, comme mère, comme frère, comme soeur. Donc, on a acheté la parcelle. Je suis restée dans ma parcelle, j'ai investi. Et ce sont ces mêmes beaux-frères-là qui disaient que est-ce que mon mari avait des moyens pour un pauvre, s'il a des moyens pour investir ceci. Mais à la fin des comptes, ils sont étonnés qu'il a fini de réaliser. Et c'est là où il a piqué la maladie, il est mort. Et son frère dit quand il concisait, mon mari était dans sa main, il riait. Donc, j'ai compris, j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, tout se paye ici-bas, mais tel qu'ils m'ont fait, vraiment, je ne veux jamais oublier ça. Si on parle des Béninois à l'étranger, les gens parlent mal des Béninois. Ce n'est pas tous les Béninois qui sont mauvais, c'est eux-là qui sont mauvais, quoi. Parce qu'aucun Béninois ne peut me faire mal dans ce pays, dans le pays de mon mari. C'est lui qui m'a amené, je suis mariée par alliance. Vous ne pouvez même pas faire ça, même si vous venez enregistrer les biens. Il faut quand même la droiture. Dans certains choses, il faut quand même amener un membre de justice ou dire nous sommes venus enregistrer, mais me brimer comme ça, me torturer. Le 3 mars, j'ai été agressé chez moi à 3 heures du matin. Ils ont envoyé un malfrat de venir me couper le cou à 3 heures du matin. J'ai dit, mais c'est quoi? J'ai saigné partout. Je suis obligé d'appeler la police judiciaire. Ils sont venus au secours. Ils ont encore amené, le mois d'août encore, ils ont encore envoyé les gens encore pour venir me couper le cou dans la même maison. Là où il a dit, mais c'est pas possible avec mes 2 petits-enfants. Hein, en main, donc pour le moment, je suis caché. Okay. Je ne suis même plus dans ma maison, je suis caché quelque part dans ce pays. D'accord. C'est une histoire assez émouvante qui donne la chair de poule. Absolument. Maître Narcisse Kodjo, vous l'avez écouté, vos premières impressions? Oui, non, je suis très ému. C'est une situation qu'il faut dénoncer, porter à l'attention de tout le monde. Ça existe, ça se passe comme ça, exactement comme Madame vient de le décrire. Elle a parlé de police. C'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que nous vivons dans une situation où les gens sont dans l'ignorance. Je pense que nos traditions nous ont longtemps baignés dans un carcan qui consistait que le bien d'un parent, c'est le bien de la famille. Et la famille, au sens large, on oublie la famille au sens restreint, le père, la mère, les enfants. Et on veut s'accaparer de tout sans savoir exactement comment les choses se sont passées jusqu'au décès. Et c'est aux autorités judiciaires, policières qu'il faut se référer. Et je dois conseiller à madame et à toutes les victimes de cette situation de ne pas rester chez eux, de ne pas rester renfermés sur eux-mêmes parce qu'ils vont mourir, madame, si elle reste chez elle. Elle a eu une drôle de chance. Voilà, déjà. Et il faut que la police soit vraiment harcelée, si on peut le dire. Voilà, que toute la situation soit mise en lumière pour qu'on ne puisse pas la laisser seule. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans cette situation, il n'y a aucun membre de la famille qui puisse au moins venir dire « ayez pitié au moins des enfants ». Est-ce qu'on peut dire que c'est un complot familial qui est outré contre... Je ne sais pas, mais ce qui est à la base de ça, c'est l'ignorance. Les gens ne savent pas comment la loi régit cette matière. Ils se disent « c'est notre frère ». C'est bien, ça nous appartient. Ça appartient à la famille. Et on ne pense pas une seconde à la progéniture du défunt, à sa famille, à sa femme, ses enfants, j'allais dire. Alors qu'elle est régulièrement mariée, tout à fait. Crois bien. Et il faut, sur ce point, marteler la loi, parce que la famille, au sens du code des personnes de la famille, c'est le père, la mère, et les enfants, d'abord, principalement. Ouais. Et la loi régit cette matière de la succession quand un conjoint décède,
eh bien, on a régi que les biens appartiennent à sa femme et à ses enfants. C'est ce que dit le code, voilà. la loi. Les articles 630 et suivants du Code des personnes de la famille disent que eh bien, un quart du patrimoine appartient à la femme, les 3 quarts aux enfants. Maintenant, s'il n'y a pas d'enfants, on pense à la grande famille, au père et à la mère du conjoint, en disant, bon, la femme prend la moitié et puis on leur affecte la moitié. Mais dans le contexte, il y a 2 enfants. Dans ce contexte-là, plus personne n'a rien. C'est la femme qui a 3 quarts, les enfants, la femme a 1 quart, les enfants ont 3 quarts. Et aucun oncle, aucune tante, aucun parent ne doit interférer dans ce décor qui est bien planté et que personne ne doit influencer. Alors, ce qu'il faut faire, madame, je pense qu'il ne faut pas vous laisser seule dans cette situation. Il faut que vous soyez sous garde policière, qu'ils soient convoqués. Les noms doivent être portés à l'attention des policiers. Ils doivent être persécutés. Ils doivent être déférés devant le procureur et ils doivent rendre compte. Si c'est une ignorance, il faut qu'on le... D'accord. En attendant de nous dire les démarches que vous avez eu à faire dans le temps, nous allons nous tourner vers les citoyens pour leur demander ce qu'ils pensent aussi de ce phénomène qui accourt aujourd'hui dans notre société. Mais ton le na wa asuku si asi mele gumna do mi ayi le vide jiro ko ya gwelelo fiera hen san no ai iba monno eton au moins et la we amonno eton sin mo ayen do no mi ton egbe blo ni pipira e boten ya fo eton ko vivo mi gbe mo boa zanto pe mi ton me ni asulo e ku wa si ori ku igbe o asuo si le na difference mo ni vile asuo ni asuo do nde singande kweton bonyunu na to nduku do vile poke aje kan me vile lo su yina yire yedele lo su bon yina to no rezan pere ka bo ni yire so e o wa su wa je nde wa di yo donc yina nyon de singa gérer bon. Si elle a des enfants, ce n'est pas normal qu'on lui arrache les biens de son mari. Si les enfants sont à bas âge, c'est avec les biens du mari qu'elle peut les élever. Mais si on la prive de ses biens, on lui recommande d'aller faire autre chose, ce qui n'est pas normal. Au préalable, le mari a doté la femme. Donc cela veut dire que le mari a accepté cette femme comme épouse. Donc la femme mérite également le bien de son mari. Même si c'est-à-dire ne se marie pas à la mairie. Mais à suite de la mais il y a jomido a famille jomido kaka je o itage ya suche do you know yo me atanga chira yo nwe ya gbere yo ina na mi do suno so ji filo file boa mais nka no se kege bo no blomo onu sur pas en copine chero po de dion a suton ku dion o blo 25 ans suno karo bien bo sun kere wele vo ji suno cho de ku o ye nentia. C'est bon d'une part. Peut-être la femme peut mal comporter envers les familles. La famille du monsieur. Hein? Là, si on réagit, c'est bon. Mais il y a d'autre part. Et la femme ne dit rien aux familles et elle accapare tout. Ça aussi, c'est pas bon. Voilà, surtout la dernière intervention. Est-ce que ce n'est pas ça qui justifie aujourd'hui le comportement que nous voyons? On estime que la femme s'accapare de tout, alors que est-ce qu'en réalité, une part ne devrait pas revenir à la famille du défunt? Oui, la part ne pourrait, la loi l'a prévu, la part ne peut revenir, une part, c'est-à-dire la moitié ne peut revenir au père et mère et frères que lorsqu'il n'y a pas d'enfant.
Voilà. Mais à partir du moment où il y a d'enfants, les enfants sont là pour vraiment prendre le patrimoine pour pouvoir évoluer. Il faut qu'il soit construit dans la vie. Et le travail des conjoints, des pères et mères est fait pour les enfants, pour leur évolution. Mais ce qui se passe là, et on l'a vu dans la dernière intervention, c'est que la famille considère, il y a une défiance naturelle entre la femme et le reste de la famille. On se dit, bon, si on lui laisse les biens, on ne va plus en maîtriser, peut-être qu'elle ira se marier, elle en a le droit. Donc elle va partir, la famille va perdre tout le bien. Mais c'est normal, ce n'est pas pour vous. C'est pas pour vous, parce que... Et puis d'ailleurs, madame l'a dit tout à l'heure, la famille ne sait généralement pas dans quelles conditions ces biens-là ont été consolidés, construits. Qui les a forgés. C'est peut-être la femme qui est là et pas l'homme qui est parti, c'est-à-dire, je veux dire, le conjoint survivant. Donc, je pense qu'un travail de préparation, d'éducation doit être fait à ce niveau pour que les gens soient conscients un peu de ce que la loi a prévu et s'y conformer rigoureusement. D'accord. Alors, madame, vous avez certainement mené des actions en direction de la justice. Avez-vous l'impression d'avoir été écoutée? Oui, après le commissariat, donc le dossier se trouve au niveau de la justice du tribunal. Donc ça a fait le coronavirus qui a un peu freiné les choses, sinon... Je passe à la barre avec le beau-frère en question, qui m'harcèle, qui a fait de moi de ce que je suis aujourd'hui. Donc, on l'a interpellé au niveau du commissariat pour nous écouter et autres là, parce que c'est ce beau-frère-là qui est vraiment à la tête de tout. Il connaît tout. Donc, c'est lui que j'ai vraiment piqué dans le groupe. Donc, il est venu et il a donné sa parole, j'ai donné le mien. Mais la justice, la police, les autorités ont dit non, ça ne se règle pas ici, on va au haut niveau là-bas. Donc il a fait son PV, j'ai fait le mien. Il n'a pas de preuves, donc moi j'ai des preuves, tout est avec moi. Donc on va partir. Donc nous sommes à ce niveau, quoi. D'accord. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a, maître Aton, des lois spécifiques qui punissent, qui réprimandent les auteurs de ce phénomène? Oui, c'est-à-dire que déjà, il n'y a pas d'infraction spécifique, mais il y a les infractions classiques qui peuvent s'appliquer et permettre aux autorités policières de pouvoir sanctionner les auteurs de ces faits. Les biens appartiennent à la femme et aux enfants, c'est-à-dire pas la femme, le conjoint survivant, pour employer ce terme-là, le conjoint survivant et aux enfants. Alors, à partir du moment où les personnes qui ne sont pas propriétaires de ces biens-là s'y intéressent, on peut à tout le moins y voir le vol, le harcèlement, la persécution, les violences, parce que là, on est allé... Là, on parle de tentative de mort. C'est des infractions, c'est criminel. Donc, ces genres de faits génèrent beaucoup d'infractions qu'il faut porter à la connaissance des autorités policières. C'est à eux de voir la qualification appropriée et déférer ça devant le procureur pour que ça soit sanctionné. Je pense que les faits dont parle madame sont des faits qui peuvent aller jusque devant le juge d'instruction. Et il faut que chaque cas soit analysé, déféré aux autorités policières. C'est à eux de voir exactement dans quel cage il faut ranger cette infraction-là et la sanction à y apporter. Mais dans tous les cas, il faut rapidement saisir la police pour éviter des drames, parce qu'on en connaît malheureusement dans ces cas-là. C'est ça. Et généralement, vous savez, dans ces conditions, quand on a posté le sujet, on a eu beaucoup de réactions. Il y en a même qui nous ont dit, des fois, c'est au décès du monsieur que des enfants surgissent de nulle part pour venir réclamer un soi-disant héritage de leur père. Est-ce qu'il est possible aussi de poursuivre ceux-là, ou bien ils peuvent
être aussi des ayants droit si effectivement ils sont effectivement des des enfants. Voilà, ça c'est une réalité classique aussi. Évidemment, c'est la complexité de l'homme. Les infidélités, parfois, on cache la réalité à son conjoint et c'est à son décès que certaines choses cachées pendant longtemps apparaissent au grand jour. Évidemment, si il est avéré que c'est les enfants du décu juste, c'est-à-dire celui qui est décédé, ils ont droit. La loi a prévu que tous les enfants doivent hériter dans les mêmes proportions. Même s'ils ne sont pas concernés par oui, le butin disputé. Oui, c'est-à-dire que même si, voilà, prenons le cas de madame qui est mariée, qui a 2 enfants avec son conjoint, le conjoint lui a caché peut-être qu'il a fait des enfants à gauche, à droite, et puis au décès... Il a fait des enfants, 4 enfants. Hors du mariage. Oui, hors du mariage. Et ses beaux-frères, des enfants sont dans le mariage avec leur mari. Oui. Mais quand mon mari et moi, ils sont partis chercher les enfants avec leur mari pour venir m'agresser à la maison, pour dire qu'ils vont habiter en haut, et ainsi de suite. Et moi, j'essaie de dire, venez. Voilà, c'est des réalités un peu complexes qui vont enquiquiner sérieusement madame parce que en fait vraiment c'est très compliqué parce que là vous voyez ce qui va se passer c'est que la loi considère que ces enfants là même s'ils ne sont pas des enfants légitimes du couple auront droit à quelque chose dans le patrimoine qui est laissé. Madame aura son quart, c'est garanti par la loi. Et les 3 quarts qui restent seront répartis entre ses enfants et les enfants, on va dire, illégitimes, je ne sais pas, les enfants qui sont sortis de nulle part. Mais quelque part, est-ce que ce n'est pas injuste? Évidemment que la loi n'est pas toujours juste. La loi n'est pas toujours juste, mais c'est la loi et puis c'est ce que les autorités vont appliquer. Évidemment, ça laisse beaucoup de préjudices psychologiques. Oui, mais est-ce qu'il y a un moyen de prévenir justement tous ces dérapages, tout ce que nous dénonçons là? C'est le testament. Ça, il faut se rapprocher des notaires qui sont spécialistes en la matière, qui vont te dire, voilà, tu peux mourir à tout moment, tu as une femme, tu as des enfants, alors essaie de consigner tes biens, de les répartir. Et si tu as des enfants clandestins, c'est mieux de les révéler. Pour qu'on puisse leur attribuer une portion de tes biens, pour que, à ton décès, chacun puisse savoir ce à quoi il a droit et que ça évite des problèmes. En tout cas, nous allons venir dans la seconde partie sur le testament, parce qu'il arrive des fois que le testament soit remis en cause. Évidemment. Vous en savez quelque chose. Nous sommes déjà en ligne avec le sociologue, Dr Karl Nassia Jakidje. Bonjour. Bonjour, monsieur Akpayou. Alors, nous parlons d'un... Oui, il vous salue également. Nous parlons aujourd'hui d'un phénomène qui prend de l'ampleur dans la société, les veuves et les orphelins qui se retrouvent dépossédés des biens de leur mari ou de leur père défunt par les oncles et des tantes. Comment expliquez-vous, en tant que sociologue, ce phénomène? Ok, merci pour l'opportunité que vous m'accordez à pouvoir parler d'un phénomène qui continue à être récurrent dans notre société. Si on doit expliquer un peu ce comportement que l'on observe généralement au niveau de nos communautés, au niveau des familles, on peut situer ça à 2 niveaux, sinon que ça prend son ancrage à 2 niveaux. Le premier niveau s'inscrit dans une suffisance d'un principe traditionnel qu'on appelle communément le principe des eaux intransmissibilité. C'est-à-dire quoi? Vous voyez, dans nos communautés, et souvent, puisque c'est un principe qui prend corps dans le droit traditionnel, avec ce principe-là, il est dit par exemple que la femme ne peut pas hériter de l'homme, parce que la femme est toujours considérée comme un corps étranger. Donc, juste un couloir de transmission, vous voyez. Donc, même si elle vient se greffer à une famille, on la considère toujours comme en griffe étrangère. Du coup, Caduc, à partir justement, du moment où il existe aujourd'hui un code des personnes et de la famille. Je suis d'accord et j'en viens, puisque j'ai parlé de 2 choses. Donc, en fait, au nom de ce principe caduc, vraiment, certaines familles se fondent sur ce principe caduc-là et au décès, justement, maintenant, du conjoint,
et ils viennent s'ériger en héritier direct, alors que même dans la question de la succession, il y a un ordre. Ouais. Donc, eux, ils font fi de ce truc-là. Et au nom de ce principe, on estime que c'est les biens de notre enfant. Donc, il nous revient de droit en tant que famille de nous en accaparer. Et bien souvent, on le fait en dépossédant totalement la veuve et aussi les orphelins, ce qui n'est pas une bonne chose. Et la deuxième chose, et vous avez commencé déjà par en parler un peu, la deuxième chose ou le deuxième fondement de cette pratique-là, c'est la question liée justement à la méconnaissance totale des lois et notamment du code des personnes et de la famille. Parce que cette méconnaissance amène justement les membres de la famille à agir et à se mettre au travers de la loi, alors que la loi, elle est très claire, elle protège bien le conjoint survivant et les enfants qui sont d'abord les héritiers directs du défunt. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour expliquer un peu ce phénomène social. D'accord. Mais pourquoi ça perdure? Oui, vous avez dit que c'est la méconnaissance du code qui régit désormais ces situations. Pourquoi ça perdure? Est-ce que au niveau de la société, il n'y a pas possibilité d'agir pour prévenir justement ces dérapages que nous constatons aujourd'hui? Oui, bien sûr, il y a des mécanismes. D'abord, vous savez, dans toute société, chaque société avait ses mœurs. Et bien évidemment, aujourd'hui, avec le brassage culturel et autres, nous devons pouvoir nous départir de certaines choses qui nous arrivent. Et la femme, aujourd'hui, jouit des mêmes droits que tout le monde. Le principe universel des droits de l'homme oblige donc, à partir de ce moment, on doit la traiter au même titre que les autres. Et donc, elle ne doit plus être reléguée au second plan dans notre société. Et donc, c'est déjà ça. Et même dans notre tradition, les mécanismes existent. Mais, vous savez, des fois, l'intérêt prime sur le droit, des fois, ce qui n'est pas une bonne chose. Et donc, du coup, ces individus-là expriment plus leur intérêt. L'intérêt parce qu'on voit qu'un de ses fils a déjà réussi, il a fait ceci, il a construit ceci. Donc, on essaye rapidement de pouvoir s'accaparer de ces choses, ce qui n'est pas du tout bien. Et donc, moi, je pense que cette méconnaissance des textes aussi doit nous amener à réfléchir. Déjà, je vais parler là déjà au niveau des familles. Parce que quand vous formez un couple, il faut savoir déjà que, attention, il y arrivera un moment où forcément l'un d'entre vous partirait avant l'autre. Et donc, il faut prendre les dispositions. Et aujourd'hui, les mécanismes existent pour pouvoir prendre ces dispositions. Pour prévoir son testament. Voilà, ce qui est un mécanisme qu'il faut aujourd'hui, dont il faut faire usage. Parce que l'autre chose aussi, c'est ça. Il y a la question, vous voyez, dans les couples, il y a la question de méfiance. Du coup, l'homme se dit que si je donne tous mes biens à ma femme, peut-être demain, si je ne suis pas là, est-ce qu'elle n'ira pas se marier? Vous voyez, le même principe perdu, même quand on est même intellectuel des fois, de ces petits calculs qui n'arrangent pas en réalité la succession. Et donc, au lieu de prendre les dispositions de son vivant, on ne le fait pas et bonjour les dégâts après. Donc, je pense que le testament constitue quand même un élément très important, pour pouvoir déjà anticiper sur les choses. Il y a aussi la question de l'assurance vie qu'on peut faire aujourd'hui, pour pouvoir préparer déjà son après. Je pense qu'il y a d'autres mécanismes, les assureurs ou bien les juristes, l'avocat est aussi bien placé pour vous parler du reste des choses. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut savoir qu'il y a la vie et il y a la mort. D'accord. Et donc, ces deux doivent pouvoir être présents. Et quand vous formez un couple, et surtout que vous avez des enfants, il faut savoir qu'il faut anticiper sur les choses. D'accord. Et je voudrais, si vous me permettez, le dire aussi, parce que je suis sûr que l'avocat aussi reviendra là-dessus, parce qu'en termes de succession, il y a un ordre. Et donc, si je suis papa, et qu'un enfant, si c'est mon enfant, même s'il décède, c'est pas moi qui hérite directement de ses biens. C'est pas la famille qui hérite directement de ses biens. S'il a un conjoint, s'il a des enfants, c'est d'abord eux. C'est ça. Prioritairement. Il faudrait que nous. Je crois qu'il a déjà dit, il a martelé. Voilà. Mais docteur Karl Nassia Diakiye, dites-nous, vous savez, dans ces situations, il y a souvent des menaces.
Il y a des menaces et nous sommes en Afrique, il y a des pratiques occultes que les gens peuvent user pour vous nuire. Dans ces conditions, faut-il se remettre à Dieu et tout abandonner ou bien se battre par tous les moyens pour entrer en possession de ce à quoi on a droit? Oui, c'est une question délicate. Et je pense qu'il faut prendre chaque contexte pour pouvoir analyser les éléments. Dans tous les cas, moi, je pense quand même que le droit doit pouvoir être dit. Et on doit toujours tout faire pour sauvegarder la famille, surtout s'il y a des descendants, s'il y a des enfants déjà dans le couple. Parce que quand vous voyez un peu dans la société, c'est une question délicate en ce sens que l'approche n'est pas souvent la même. Vous voyez des veuves vraiment qui se battent et qui au finish, ils laissent même leur vie. D'autres arrivent quand même à réussir. Mais dans tous les cas, je pense que pour moi, le processus doit être graduel. Déjà, parce que c'est vous qui connaissez un peu votre environnement, votre famille. Et c'est pour ça, déjà aussi, je pense que du vivant des conjoints, les deux doivent essayer tout au moins de maîtriser ou d'apprendre à connaître davantage leur famille. D'accord. Ce qui doit pouvoir les amener à être dans un centre d'anticipation. Et donc, cet apprentissage vous permet à la fin de savoir déjà à quoi un peu vous en tenir. Parce que si vous vivez avec un conjoint pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et que vous n'arrivez pas quand même à appréhender ne serait que quelques gestes de certains membres de la famille, des membres clés notamment, donc il peut y avoir quand même dans la famille un oncle qui peut vous aider. J'en connais que dans certaines familles où des faits comme ça sont arrivés, mais il y a eu quand même des gens qui ont pu les aider sans qu'ils aillent forcément au tribunal pour réclamer leurs droits. Donc, il faut explorer un peu déjà ces aspects. Maintenant, c'est quand vraiment les gens sont, excusez-moi du terme, butés, que ça ne va pas du tout, il faut faire recours à la loi. Dans tous les cas, aujourd'hui, c'est toujours bien, déjà en tant que couple, d'avoir aussi un conseil. Pour pouvoir déjà savoir à peu près. C'est pas une question. Parce que vous voyez, c'est des questions difficiles à aborder dans nos sociétés. Parce que quand tu en penses ou quand tu en parles, c'est comme si tu souhaites déjà la mort de ton conjoint. Alors qu'aujourd'hui, avec l'évolution, la modernité, nous devons avoir un sens d'anticipation dans tout ce que nous faisons. D'accord. Infiniment merci, docteur Karl Nassi Adjakidje, pour toutes ces explications ce matin. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Merci, pareil. Oui. Alors, maître, vous avez entendu le sociologue qui a donné une lecture sociologique du phénomène. Il a également estimé qu'en tant qu'avocat, vous devez pouvoir prodiguer quelques conseils pour se prémunir contre ce phénomène. C'est un phénomène très récurrent et il y a des astuces très simples. Je regrette dans le cas de madame, puisque nous sommes dans un système où c'est la séparation des biens qui prévaut, ce que madame aurait dû faire peut-être pour limiter un peu la casse, c'est conserver son nom sur certains des biens. Et là, ça lui permet tout de suite de les sécuriser, de savoir que ça, ces biens-là, c'est les miens et personne ne peut y toucher, quels que soient les stratagèmes utilisés par ailleurs. On peut aussi concéder ou consentir à l'autre des donations avant parce qu'il y a eu une maladie. Vous voyez, quand la maladie commence, où on sent que voilà, ça commence à ne plus donner beaucoup d'espoir. Là, on commence déjà à faire certaines choses parce qu'on connaît sa famille. Moi, je connais mes frères, je connais mes sœurs. Je peux déjà imaginer ce qui peut advenir si je partais. Donc ça, c'est des choses que chacun doit faire à l'intérieur de lui-même et pour préparer un peu, parce qu'on va mourir, on le sait. Ça, c'est quelque chose qui est très sûr. Mais personne ne sait quand est-ce que ça va... Oui, c'est pour ça qu'au plus tôt possible, il faut prendre certaines dispositions, surtout quand on se lance dans certaines maladies, puisque c'est des situations où parfois on peut sentir les étapes et voir que, bon, là... on est en train de partir et il faut prendre certaines dispositions. Et on a parlé du testament. Ça, c'est quand même l'instrument le plus solide qui permet de ranger, d'organiser de façon précise quel bien doit aller à telle personne. Et on est sûr qu'après le décès, c'est la clé
à utiliser pour la répartition des biens, quoi. D'accord. Madame, vous avez été persécutée avec même des pratiques de maraboutage. On a essayé de vous assassiner. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas dit autant sauver ma vie et la vie de mes enfants et leur laisser tout ça et vous remettre à Dieu? Ça ne manque pas. Parce que la deuxième fois où j'ai été agressée, donc on a ramassé les gris-gris dans la parcelle, dans l'enclos. Donc il y avait beaucoup de gens, les gens du quartier, qui se sont demandé, mais ça là c'est dû à quoi? Ainsi de suite. Donc moi j'ai eu peur. Les oiseaux, tout ça là qui descendent du toit, tout ça là. Et je rends grâce à Dieu parce que tout ce que Dieu fait est bon. Ouais. Tout ce que Dieu fait est bon. Malgré qu'ils ont fait tout ça, là, je suis toujours resté ferme à mon Dieu. Donc, en voyant tout ça, là, j'ai dit non, vaut mieux libérer la maison pour que j'aille rester ailleurs pour ma sécurité. Et j'ai loué cette maison. C'est comme ça, j'ai loué ma maison. Et quand j'ai loué ma maison, ces gens sont encore revenus encore pour venir agresser mes locataires. Je suis venu avec les preuves. Personne ne peut pas mettre pied ici. Parce que vous quittez chez vous, vous venez m'agresser chez moi. C'est une violation de domicile. Je ne viens pas chez vous. Et vous venez chez moi. Je suis resté ici, ça fait 11 ans aujourd'hui. Je ne vous ai pas vu. Quand votre frère n'avait rien, pourquoi? Ou bien quand votre frère souffrait, pourquoi vous n'êtes pas venu pour faire tout ça là? Vous quittez chez vous, vous venez m'agresser chez moi avec 2 petits-enfants. Un enfant à 4 ans, l'autre à 8 ans. Moi, je trouve ça que d'abord, c'est villageois. Ça, c'est la villageoisie. Parce que moi, je ne peux pas agir comme ça. La Bible nous dit, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront un. C'est ça. Pourquoi les gens oublient le passage là? C'est comme ça. Donc, je suis obligé de libérer la maison, ma maison même. Comment j'ai fait comme ça? Je n'ai vu personne. Le beau-frère qui m'a fait les travaux, il m'a fait un devis qu'on appelle de 10 millions pour les gros œuvres. Je lui ai payé. Alors il y a quoi? Laisse-moi en paix. Il faut me laisser en paix. Je suis obligé de libérer ma maison à moi. Aujourd'hui, je ne suis plus dans ma maison. Mais vraiment, je n'ai pas de mots. Ça m'écoeure. Ça écoeure beaucoup parce que voir des gens, des humains agir comme ça, comme des animaux. Même les animaux sont même mieux à un certain moment donné. On ne peut pas agir comme ça, une étrangère comme moi. On ne peut pas agir comme ça. Si je ne suis pas venu dans ce pays, ils iront. Rien. Ils iront où? Donc, je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'aime. Dieu m'aime. Si je mourais le 3 mars, c'est fini. C'est sous mon lit, ils ont pris la moustiquaire pour m'entourer dedans, pour m'étouffer, soulever l'âme, comme ça, pour me couper le cou. Donc, quand je pense à ça, ça fait aujourd'hui que j'ai séché, j'ai vraiment séché. Je ne dors pas parce que quand je ferme les yeux comme ça, je vois l'image en question. Ça m'a vraiment vibré, ça m'a vraiment touché jusqu'aujourd'hui. Je dis comment les gens peuvent agir ainsi. Donc ça m'étonne, ça me donne les frictions, la chair de poule. J'ai des tremblements parce que je tremble en moi. Même là où je suis, il faut que les gens m'encadrent. Même pour manger, me disent non, c'est pas. Même moi, je suis toujours sur la tête de mon mari. D'accord. Mais il va falloir un petit conseil, il va falloir recourir au service des psychologues aussi pour vous appuyer dans ce que vous vivez là. Nous allons partager 2 ou 3 messages des téléspectateurs avec vous. Il y a Karine Sonia Tcherpe qui a dit, par exemple, par rapport au sujet, et dit si l'homme connaît sa famille et sait qu'il y en a qui poseraient des problèmes à sa femme et ses enfants, il doit les protéger en mettant certaines réalisations au nom de la femme ou des enfants et éviter de tout dire à la grande famille. Dans ce cas, heureusement, la femme a les moyens, qu'elle s'en remette à Dieu et qu'elle se reconstruise. Ce qui est sûr, ils n'emporteront pas les biens dans leur tombe. Et s'ils vendent, ils auraient dépensé l'argent que leur problème ne sera pas résolu. Voilà ce qu'elle dit. Et il y a une autre dame, Ashley Handesi, qui dit je pense que c'est la femme et les enfants
que si la femme et les enfants doivent être en sécurité suite au décès de l'époux, cela tient en grande partie à ce dernier de son vivant. Quel est le lien, le rapport qu'il entretient avec sa famille? N'importe qui de sa famille peut-il se lever et venir lui rendre visite ou siéger chez lui selon son bon vouloir? Les membres de sa famille ont-ils l'habitude de s'ingérer dans les affaires du couple et juger la femme ou lui dicter sa conduite? Eh bien, si ce genre d'accès n'était pas donné aux membres de la famille et que le mari a toujours été rigoureux quant au fait qu'il ne faut pas s'ingérer dans sa famille, s'il a pu maintenir une distance de sécurité et que peut-être même personne ne peut dire avec précision la couleur de son portail ou de sa cour, j'ose croire qu'à son décès, très peu oseront s'approcher. Il aura montré que sa femme a de la valeur pour lui et que personne ne peut la défier de son vivant. Voilà donc la réaction de cet internaute par rapport à ce sujet. Est-ce que, madame, du vivant de votre époux, est-ce que la famille vous rendait visite régulièrement? Bon, est-ce qu'ils étaient mélangés à vous? Comment ça se passait? Ou bien il y avait une distanciation? Quand mon mari souffrait, ou bien... Donc, quand vous êtes venu au Bénin, vous avez réalisé tout ça là. Est-ce que vos beaux-parents venaient vous rendre visite, restaient oui, tout à là? fait. Tout à fait, parce que quand je suis venu ici au Bénin en 2009, j'ai fait 5 ans de location dans ce pays avant d'acheter la parcelle pour aller chez moi. Donc, ils étaient là, même le mariage et autres là, ils étaient là tous. Donc, ils me connaissent bien et ils savent que ces biens-là, grâce à moi, ces biens-là sont là. C'est à cause de ça, quand mon mari souffrait, il disait qu'il ne peut pas faire le testament. Lui ne peut pas faire le testament. C'est quelqu'un qui, quand il dit oui, c'est oui, et quand il dit non, c'est non. Il dit il ne voit pas un membre de la famille qui peut venir me dire quoi que ce soit en sachant bien que c'est moi, c'est bien là, c'est moi qui lui ai... Il leur faisait confiance. Oui, c'est moi-même. C'est moi qui lui ai donné ces biens et je me suis caché parce qu'on dit derrière un homme, il y a un adage qui dit derrière un homme se cache une grande femme. Ouais. Moi, je me cache derrière mon mari et je lui mets devant. C'est ça qui a fait qu'il dit il ne peut pas me faire le testament. Il ne peut pas. Parce que je lui ai dit fais, il dit jamais, je ne peux pas. Mais malheur à cette personne qui va te faire du mal. Parce que même là, ils savent que c'est toi. C'est toi. Si j'avais les biens quand tu étais venu dans ce pays, tu vas rentrer directement dans ma maison. Mais tu as fait 5 ans de location dans ce pays. C'est ça. De 2009 en 2014, je suis parti chez moi en 2014. En 2018, il est mort. Même pas 5 ans. Ça veut dire que lui-même... Pourquoi investir comme ça? Lui-même faisait confiance en ses parents. Il ne savait pas qu'ils allaient réagir comme ça. Oui, il dit non, eux tous sont déjà grands. Tout le monde a son foyer. Qui peut quitter son foyer pour venir m'agresser chez moi pour me dire quoi que ce soit? Eux-mêmes, ils savent que là, c'est chez moi. La maison même porte le nom de la langue de mon pays. C'est ça, c'est écrit sur les carreaux. Alors, il a dit, lui ne fait pas le testament. Il ne fait pas. Il ne fait pas. Il ne peut pas faire le testament. Il ne veut pas. Il aura commis une erreur monumentale, n'est-ce pas? Oui. C'est comme on le dit, oui, la confiance, mais ça n'exclut pas de prendre des dispositions. Il le faut absolument. Les dispositions légales sont prévues pour être prises, pour protéger. Parce que, évidemment, quand on part, personne ne sait ce qui advient après. Et c'est très important. Le sociologue l'a dit tout à l'heure, certains se disent, bon, il ne faut pas penser à la mort. Parce que faire le testament, c'est dire que oui, tu appelles toi-même la mort. Mais non, c'est pas ça, puisque la mort, c'est une certitude. On ne sait pas à quel moment elle va intervenir, mais elle interviendra à coup sûr. Donc, il faut prendre les devants, parce qu'aujourd'hui, il faut aller au tribunal pour voir les cas dont parle madame sont légion. Oui. Et vous avez parlé tout à l'heure des gris-gris, des réalités de chez nous sont
sont mises à contribution. Et ça détruit énormément de vies. C'est ça. Et c'est surtout les enfants qui sont perdus. C'est ça. Et qui, alors que le DQJUS avait un patrimoine gigantesque, se retrouvent totalement démunis. Donc, c'est des dispositions à prendre. Se dire, bon, il faut qu'on inscrive dans notre cerveau que la mort, c'est une certitude et qu'il faut la préparer. C'est ça. Que vous soyez marié légalement ou non, il faut prendre les dispositions. Absolument. Et puis, un autre aspect de la chose, c'est que le testament, on n'est pas obligé de le révéler à son conjoint parce que certains évitent de le faire parce qu'il y a, tout n'est pas rose, quoi. Il y a des choses qui ne sont pas, on a des enfants de gauche à droite, ces enfants se manifesteront. Donc, il vaut mieux avoir un testament, prévoir tout. Et puis, à la fin, tout est organisé. Et puis, chacun a sa part. Celui qui... quand on amène le testament au tribunal, et l'oncle arrive, on lui dit, mais ton nom n'est pas là. Mais qu'est-ce que tu cherches? Ok, donc ça reste un secret entre le notaire et le titulaire. Donc, au décès du monsieur, c'est le notaire qui se déplace vers la famille pour lui dire, voilà, j'ai un testament, voilà ce qui est prévu. Absolument. Et donc, le notaire vous lit le testament et qui s'impose à vous. D'accord. Il s'impose à vous maintenant, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a parfois dans le testament des contestations parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, parce que le principe c'est la rigueur. Parce que admettons que monsieur avait fait ce testament et avait donné une grande partie de ses biens à ses enfants qu'il avait eu pas avec madame. Oui. Est-ce que vous pensez que madame ça sera contesté forcément, ou bien certains enfants ne sont pas dans le testament. Voilà. C'est des enfants, ils ont droit au même bien que tout le monde, à égalité. Donc, ça entraîne des contentieux qui sont soumis au juge du tribunal et qui tranchent. Voilà. D'accord. Infiniment merci à vous, Maître Narcisse Kodjo Aton. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes avocat à la Cour. Et vous avez apporté assez d'éclaircissements par rapport à ce dossier. Merci à vous. Merci également à vous, Madame, d'avoir pris votre courage à deux mains pour venir témoigner de ce que vous avez vécu. Nous vous souhaitons beaucoup de courage. Merci. Beaucoup de courage à vous et à vos enfants également. Et prenez vraiment soin de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.